m'appelle Jim Bischoff, je fais de la bande dessinée et j'ai sorti une BD qui s'appelle Lettres perdues chez Glénat. C'est une bande dessinée, je sais pas trop comment en parler. C'est très dur comme question. En vrai, je crois que c'est la question la plus dure que tu vas me poser, je crois. Bah, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de Yod. C'est un gamin qui attend une lettre au bord de l'eau. Et en fait, c'est un poisson clown qui vient tous les jours lui amener et qui lui fait des blagues. Et au final, sa lettre n'arrive jamais. Et un jour, Yod décide d'aller lui-même la chercher. Et là, il rencontre Frangine, qui est un personnage qui l'emmène dans une autre aventure. Et puis, il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Sissi. Et tous les trois, en fait, trois personnages qui n'ont rien à voir, ils vont vivre une aventure ensemble pour aller découvrir qui ils sont. Alors c'est parti d'un jeu de mots, en fait, cette histoire de poisson humanoïde. Je voulais un personnage dans l'histoire qui était égoïste. En anglais, égoïste, c'est selfish. Et du coup, fish, c'est poisson, donc c'est parti d'un jeu de mots comme ça. Et du coup, j'ai inventé ce personnage qui était dans son bocal, qui tourne un peu en rond avec ses idées. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que je voulais pas que ça soit trop gratuit comme idée. Et j'ai voulu amener tout un univers autour de ça. Donc l'univers, il a été beaucoup construit autour de cette simple idée, tu vois. Ça m'a fait prendre la direction de la conscience écologique, etc. De pourquoi il y a des poissons sur Terre et pas juste un truc gratuit de poissons humanoïdes. Donc voilà, c'est parti de là. Je voulais vraiment qu'on se place en position d'humains qui savent qu'ils vivent dans un monde qui va pas forcément bien, mais qui continuent de vivre quand même. C'est comme un peu nous, tu vois, finalement, on sait que on n'est pas forcément dans un monde écologiquement qui va bien, mais tous les jours on n'y pense pas et on continue de vivre notre vie et on a nos problèmes personnels et on essaie de grandir dans ce monde. Et en fait, je voulais qu'il y ait ce rapport-là, mais du coup, ça fait mais quand même prendre conscience que c'est un monde où en fait les gens ont accepté quelque part aussi que le monde était tombé, on va dire, s'était effondré hein, quelque part, quoi. C'est pas autobiographique. On va dire émotionnellement, oui, si je dois replacer ça comme ça. Mais ouais, il y a une part très personnelle dans tout ça. Parce que je pense que ça m'aurait ennuyé, parler de mon émotion à la première personne. Je pense que je me serais freiné aussi dans les émotions. Parler de suicide, si je dis ça à la première personne, ma famille, elle devient ouf, tu vois. Et les gens, ils vont se dire, putain, on s'inquiète pour lui et tout. Là, non, les gens s'inquiètent pas pour moi, ils s'inquiètent pour le personnage. Et moi, je préfère que ça se passe comme ça. Et tu vois, moi, ça me permet aussi euh, d'en parler avec beaucoup de détachement. Et en vrai, ça fait du bien, tu vois, d'en parler comme ça. Même pour les gens qui le lisent, tu vois. Mais voilà, je voulais faire de la bande dessinée avant tout. Créer des univers, c'était aussi ça qui m'amusait. Donc, allier les deux, je trouvais que ça donnait une bonne alchimie. Et puis, je pense que c'est un peu aussi comme ça, finalement, que les auteurs ou les autrices font. Ils parlent d'eux, au final, à chaque fois. Des fois plus à la première personne, mais souvent, ça parle à travers des personnages. La lettre, symboliquement, c'est le truc qui t'annonce quelque chose, tu vois, il t'annonce une information. Et du coup, je pense que la symbolique de la lettre, elle est là. Ça libère d'une attente. Ça libère du deuil aussi dans cette histoire. Et du coup, l'attente, le deuil, c'est un peu deux choses qui sont liées. Et la lettre, elle est libératrice d'une réponse. Donc ouais, il y a cette symbolique-là. D'abord, j'écris, je scripte toutes mes idées ou tous mes dialogues. Ensuite, je vais faire un premier découpage où je vais cutter en mode, bon, ça rentrerait dans une page. Ensuite, je me base sur ce script pour faire mon storyboard. Mon storyboard que là pour le coup, ça s'avérait être mon crayonné aussi. Et puis de là, j'ai scanné et j'ai fini ça au numérique. Et pour les couleurs, en fait, je pense qu'avant j'avais un traitement de couleurs un peu chargé avec pas mal d'ombre sur mes personnages. Et c'était Julien Nil qui a fait Lou. Lui, c'est un boss vraiment en couleurs. Il avait regardé mon taf, il m'avait dit enlève les ombres, assume ton trait et enlève les ombres. Le fait de faire ça, ça m'a forcé à m'intéresser du coup à comment poser des ambiances en couleurs. J'aime vraiment plus maintenant cette approche, faire des aplats et laisser faire le trait, en fait laisser respirer mon trait quoi. Ça c'est vraiment l'approche que j'aime maintenant. Du coup maintenant souvent quand je regarde des gens qui font de la couleur, quand je vois plus le trait ça me gêne maintenant. Moi je sais que j'ai un trait par exemple très dynamique, pas forcément maîtrisé, qui peut avoir parfois des faiblesses ou des petites lacunes, des défauts. Mais je trouve que
C'est ce qui rend un trait intéressant aussi. Peut-être un trait trop parfait, à un moment donné, on se fait chier. En tout cas, moi, je me fais chier, je pense, à regarder ça, tu vois. Bah, en fait, en fait, les couleurs, elles accompagnent l'émotion. Je me souviens, t'as une case où t'as Yod, il s'énerve, alors du coup, j'ai mis du rouge pour symboliser qu'il était en colère. À un moment, il était un peu plus amer, alors j'ai mis un peu de vert. À un autre moment, tu vois, je voulais un peu de chaleur, j'ai mis un fond jaune, tu vois, pour amener un peu de calme. Mais du coup, les couleurs, elles ont une esthétique vraiment pour accompagner l'émotion. C'était ça l'idée au final. Non, puis même, je trouve que ça rajoute un impact, en fait, à l'émotion, tout simplement. C'est un peu l'idée d'un zoom et d'un dézoom sur une caméra, tu vois. Quand t'as la case d'un coup qui grossit, tu la sens quand même qui se rapproche de toi. Et quand je la rapetissis, du coup, ça crée des décalages. Et j'aimais bien cette idée que dans l'œil, ça crée une espèce de dynamique au final. C'était pour créer un peu de rythme, sans que ça soit trop agressif, tu vois. Bah ça, j'ai copié sur Lou. J'ai copié. Bah, tu vois, justement, Lou, ça a été une inspiration vachement sur les couleurs. Tu regardes le tome 8 de Lou, avant Sonata. Franchement, grosse inspiration pour cette palette graphique et cette palette de couleurs surtout. C'est différent, tu vois, mais le côté non-bordure, même les bulles et tout, ouais, j'avoue, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Julien avec Lou. Ça rajoute quand même aussi l'idée de légèreté. Parce que ça, c'était important pour moi qu'on ait ce sentiment de respirer, tu vois, genre de... Ouais, c'est vraiment quelque chose pour moi qui était important. Franchement, c'est très instinctif. Pour te faire une idée globale, j'essaie vraiment de prendre, sans que je sois musicien, j'essaie vraiment de prendre ma bande dessinée comme une partition. Du coup, pour moi, chaque page va correspondre à une note ou à un moment de la musique qui fait que quand je suis sur ma page, moi, je vais avoir un sentiment de fluidité. Et du coup, je vais rallonger une case pour allonger le temps, les réduire pour que là, on ait un rythme un peu plus, tu vois, où tu sens que la musique, elle va, la cadence, elle augmente. Et du coup, ouais, j'ai vraiment une espèce de rythme dans ma tête comme ça. Du coup, ouais, cette idée de rapport au rythme et à la musique, ça, j'aime bien, tu vois. Et t'as des bandes dessinées qui n'ont pas cette réflexion pour moi. Là, tu sens que le rythme, il est pas bon, quoi. Et j'ai l'impression que le rythme dans une histoire quelconque, même si c'est pas en bande dessinée, c'est vraiment très très important. Tu vois, le rythme, c'est pas forcément que ça aille vite, mais en tout cas que ça soit un truc où il y a une cadence, tu vois. Tu es là, tu danses un peu en fait aussi dessus. Toi, le lecteur, il danse, il écoute sa musique et tu vois, même quand tu écoutes une musique, si d'un coup il y a une fausse note, tu vas. Enfin bref, là je vais trop loin dans mon truc. Franchement, il y a une planche, ouais, mais c'est une planche qui spoil. Franchement, quand j'ai commencé ma BD, à un moment donné, je l'avais en tête et j'étais en mode. J'ai trop hâte d'être à ce moment-là, tu vois. Mais après, c'était plus pour le climax aussi, je pense, plus pour l'émotion que peut-être la planche. Ah si, il y en a une que j'aime bien, justement. C'est celle. C'est là, c'est quand il y a là où la transition dans la BD, elle commence. Je crois que c'est une de mes planches que j'aime bien pour ce qu'elle représente. Du coup, je vais la montrer, si tu veux. Yes. Voilà, celle-là. On va dire cette transition-là, les deux, quoi, mais plus celle-là. Parce que, en fait, pour moi, c'est le moment où l'histoire commence vraiment au final. La thématique, elle arrive maintenant, à ce moment-là de l'histoire. Et, euh, et bizarrement, c'est là où moi j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir à dessiner la bande dessinée. Donc ouais, j'aime bien cette page. Bah en fait, le message, c'est aussi ce qu'il y a écrit dans la lettre, c'est que en fait, ce qu'elle vit, c'est un rejet. Dans l'histoire, enfin, j'essaie de le faire comprendre. Dès le début, je le montre que c'est un peu son trauma d'enfance. L'abandon, le rejet, etc. Bah, c'est des grands traumas humains en fait, ça. Et en fait, là, ce qu'elle vit, c'est un deuxième rejet, mais en étant adulte. Ça paraît rien, tu vois, genre comment c'est amené, mais en réalité, ça lui fait revivre son trauma d'enfance. Ça, c'est pas expliqué dans la BD. Parce que j'avais pas envie d'expliquer ça, tu vois. Parce que je trouvais que c'était lourd d'expliquer, sachant que le personnage écrit une lettre où elle essaie d'exprimer son émotion, mais en tant qu'humain qui comprend pas forcément ce qui lui arrive. Du coup, elle parle de solitude, elle parle de colère, parce que
Si elle avait compris son problème, bah, elle aurait déjà une porte vers le deuil, etc. Sauf qu'elle, elle ne comprend pas forcément son problème. Elle sait qu'il y a des blessures d'enfance, elle sait qu'il y a des blessures du coup d'adulte, et en fait, elle peut pas le gérer, ça, tu vois. Et à un moment donné, elle le gère pas. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en scène ce personnage de cette manière pour détruire un fantasme aussi de ce que le personnage fait. Je voulais casser ça dans le sens où je te montre ce que c'est. À moi, je me le montre aussi, mais je le montre aussi au lecteur ou à la lectrice. Tu peux avoir cette projection de l'acte dans ta tête et n'y jamais y aller, mais le fait d'avoir un personnage auquel tu t'attaches, auquel tu t'identifies et qui le fait, il y a peut-être une part de toi qui va se remettre en question. Tu te dis, ah ouais, ok, ça c'est une idée que j'ai eue, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, tu vois? Et du coup, ne pas le faire, par exemple. Donc là, vraiment, l'idée c'est de bousculer, de frapper un peu fort, tu vois, mais dans l'idée que ça ne se produise pas, tu vois. L'idée, c'est pas d'inspirer, c'est de détruire ce fantasme, en fait. C'est aussi pour dire, t'es pas tout seul, tu vois. Genre, à quelqu'un qui lit ça. Et du coup, ce sentiment de se dire, t'es pas tout seul, bah, du coup, ça peut aussi faire du bien, tu vois. Parce que c'est en général ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, de je me sens seul, et là, quelqu'un parle de ce que tu ressens. Ah non, quelqu'un comprend ce que je vis. Ok, je me sens moins seul, tu vois. Et du coup, moi, je me dis, j'ai peut-être euh, parlé à quelqu'un indirectement, tu vois. En tout cas, moi, pourquoi j'ai voulu faire cette fin, c'était un peu pour toutes ces choses-là, et plein d'autres choses encore, mais en rendant les choses peut-être trop perso, mais en tout cas, il y avait cette idée-là, quoi, par rapport à Frangine. Et Frangine, en fait, si tu relis, t'as plein de moments où tu peux comprendre, plus ou moins, euh, pourquoi elle va dans cette direction, mais sachant que j'ai pas voulu être lourd. Mais peut-être que euh, un jour, je ferai une BD que sur Frangine. Maybe. Je pense que la grosse inspiration que tout le monde a captée, c'est Miyazaki, ça c'est clair. C'est une des plus grosses influences pour le projet. Il y a aussi du Dragon Ball, donc très très lié au Japon et à mes influences d'ado, quoi. Et un peu de One Piece par rapport au manteau qui rappelle le CP9. Je sais pas si t'as lu One Piece. Dans le CP9, ils ont des longs manteaux aussi. Et je me suis dit, putain, ce truc de long manteau, je trouve ça trop cool et tout. Et je voulais qu'il y ait une bande comme ça. Tu vois, il y a des inspirations diverses de proches, d'inspiration graphique. La deux chevaux, c'est la deux chevaux de ma mère quand j'étais petit. En inspiration, c'est un peu Bob l'éponge, avec les poissons et tout. Un peu l'humour absurde. Et on m'a cité plein d'autres trucs, genre Le Petit Prince, tout, ça non. J'ai dit tout de suite non, ça non. On m'a cité Little Nemo, Ines Slumberland, non, pas non. Ah, même si j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, il y a un peu de Moebius, je pense quand même. Mais après, c'est peut-être des trucs que j'ai digérés, tu vois. Mais l'inspiration claire, c'est Miyazaki. Je pense que ça, je peux pas le nier, tu vois. Donc, puis après, voilà, j'essaie d'apporter de moi aussi. J'espère que ça se ressent un peu quand même. Les poissons clowns, genre, ils ont trop d'importance dans cette histoire. C'est quand même les gens qui amènent la lettre. Je voulais qu'ils aient leur moment, tu vois. Et je voulais qu'ils aient leur moment. Et en fait, ça, pour moi, c'est une scène qui me fait du bien, tu vois, quand je l'écris. Ou même, tu vois, les personnages qui se marrent et qui se foutent de la gueule de. Tu vois, je voulais que qu'il y ait ce truc-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pleurent, il y a beaucoup de gens qui sont tristes et tout. Du coup, je me suis dit, non, dans tout ça, il y a de l'humour aussi. Enfin, les gens continuent de rigoler, tu vois, et les personnages, à un moment donné, ils sont là en train de se foutre de la gueule de Sissi qui passe pour un abruti, quoi. Je trouvais ça trop drôle, tu vois, d'amener ça avec les poissons clowns. Puis moi, ça m'a permis de lâcher. J'adore l'humour absurde et j'adore faire des blagues chiantes et tout. Mais moi, ce qui m'a fait du bien, par exemple, à travers les poissons clowns, j'ai pu vraiment faire des blagues ultra nulles, mais justifiées par le fait que ce sont des poissons clowns, tu vois. Et du coup, on trouve pas ça lourd. On trouve ça lourd, mais on accepte, tu vois, genre. Ah, la bourse du CNL, c'est une bourse qu'on donne à de jeunes auteurs, ou pas forcément des jeunes auteurs, pour aider les livres, en fait, à être financés, pour que tu te sens plus à l'aise quand tu fais ton bouquin. Du coup, bah, j'ai fait une demande. J'avais Glénat déjà qui était avec moi. J'ai fait une demande et puis je suis passé par un comité lecture, un jury, etc. Et du coup, c'est une aide d'État, hein. On peut la demander à partir du moment où on a déjà publié un bouquin. Tu fais un dossier, voilà, c'est aussi simple que ça, et tu reçois une bourse
qui est variable en fonction de ta demande, en fonction de plein de choses, en fonction du projet, etc. Donc voilà. J'avais décidé d'arrêter parce que donc j'avais fait 3 bandes dessinées avant qui étaient passées complètement inaperçues. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'arrêter. Parce que, pas que celle-là, mais ça c'est une des raisons. Il y avait eu ma vie perso qui était vraiment en bas et tout. Et je crois que je me mettais beaucoup la pression pour faire de la bande dessinée. Et il y a un moment où, quand je me suis convaincu que je voulais arrêter, je crois que ça m'a retiré toute cette pression de vouloir en faire, de vouloir réussir dans la bande dessinée, etc. Des choses un peu vaines, tu vois. Et quand je me suis retiré cette pression, au final, c'est un peu là où tout a recommencé finalement. Tout a été, euh, Tout a été fluide en fait après cette décision, c'est assez ouf. Toute mon approche avec la bande dessinée a changé. Même comment j'ai fait Lettres perdues après, genre j'avais zéro pression, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et c'est tout, tu vois. Quand je suis allé voir l'éditeur, ça se jouait plus sur ma vie. J'étais en mode, s'il médite, je suis trop content, s'il médite pas, c'est pas grave, moi je continue mon chemin, tu vois. Bah, ils ont voulu éditer, du coup c'était génial. Je sais pas en tout cas à quel point on peut dire que c'est un succès, en tout cas ça fait parler, mais en tout cas, ce qui fait que ça marche, c'est déjà les diffuser un peu plus que les autres dans toute la France, qu'elles se remarquent plus, parce que chez Glénat, etc., il y a cette dimension-là, mais il y a aussi peut-être le fait que j'ai été plus sincère, été plus honnête dans ce que je racontais. Je me suis dit, je vais plus me cacher derrière des trucs, des machins, je parle plus franchement des choses. Peut-être c'est ça, je sais pas, en réalité, j'en sais rien. Je pense que je suis grave surpris du fait que ça marche, ou que les gens aiment en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui me surprend en réalité. J'avoue, je m'y attendais pas à ce truc-là. Bah, lance-toi. C'est vrai, lance-toi vraiment. Il n'y a pas de réflexion à avoir. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Il n'y a pas de. Je sais pas dessiner. Non, on s'en fout. C'est les histoires qui nous intéressent. Et tu t'apprendras à dessiner sur le tas à la limite si tu veux, mais si t'as des trucs à dire, fais-le. Si t'as rien à dire, le fais pas, c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça au final.